Allez, bonjour mes amis, c'est le dimanche, comme toujours, nous sommes ensemble, c'est le long week-end, tout le monde est à fond. On est à quelques jours seulement des élections américaines, c'est l'événement majeur, bien évidemment. Franchement, personne ne peut s'engager sur les résultats finaux. L'impact en bourse va être important. J'en ai parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo de Café Dimanche. Si vous n'avez pas vu, n'oubliez pas, j'ai présenté deux programmes des deux candidats. Qu'est-ce qui peut se passer si jamais l'un ou l'autre qui gagne? Je suis très content de ne pas avoir le passeport américain, que je ne suis pas obligé de choisir entre ces deux candidats. C'est vraiment fou ce qui se passe dans le monde politique. Mais aujourd'hui, on va pas parler vraiment de la politique, on va se concentrer plus chez nous, ici en France, en Europe. Je vais vous parler de deux actions qui m'intéressent énormément. C'est Total Energy. Je kiffe Total Energy, franchement. Surtout pour ceux qui cherchent les dividendes. N'oubliez pas, cette vidéo va vous intéresser. Également BP, les deux ont publié. On va voir ce qui se passe actuellement sur le major pétrolier. D'ailleurs, ça va quand même déboucher un petit peu sur les sujets américains. Si Trump qui gagne, parce que maintenant c'est presque un petit peu plus probable, il est pro-pétrole à l'ancienne, il est anti-green, comme on appelle climat sceptique, ou appelez comme vous voulez, mais dans tous les cas, elle est toujours pro l'industrie pétrolière. Évidemment, ça va bénéficier avant tout les entreprises américaines, mais je pense que les entreprises européennes vont être touchées positivement également si jamais il gagne. Dans tous les cas, aujourd'hui, le rapport de force est suivant, que si Trump est vu comme un candidat pro-business, c'est pas mon avis, je vous transmets tout ce qu'on dit dans les médias. Si Kamala Harris, elle gagne, c'est plus socialiste, ça c'est peut-être plus vrai, je suis plutôt d'accord. Eh bien, les deux candidats proposent de baisser les taux, donc c'est très difficile d'arbitrer pour le marché. Je pense que le marché va aimer si Donald Trump gagne quand même ces élections, parce que déjà on peut avoir un petit peu une idée sur les issues des différents conflits géopolitiques, ça peut faire arrêter la guerre en Ukraine. Après, je parle pas de la géopolitique, dans quelles conditions que ça va se passer, mais dans tous les cas, deux points de vue marché qui est purement cynique, purement pragmatique, c'est une bonne nouvelle. On peut penser tout ce qu'on veut de ces candidats, mais dans tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, je vais vous parler également, c'est le deuxième sujet, c'est les obligations. Qu'est-ce qui se passe sur les obligations? Il y a encore quelques semaines, on parlait, ah ça y est, Powell, il est en train de baisser les taux, c'est bien. Cela veut dire qu'on peut acheter les obligues, ils vont monter en prix. On voit que tous les ETF obligataires sont en train de baisser. Pourquoi? Parce que les taux remontent. On va regarder pourquoi ils remontent, c'est pas évident. Et je vais vous expliquer ou rappeler pour certains comment fonctionne le marché obligataire de point de vue théorique, parce que c'est le marché qui peut nous intéresser. On l'a oublié presque ces dernières décennies parce que le taux était à zéro, donc il n'y avait rien à faire. Mais par contre, maintenant, les taux ont remonté, on n'a pas vraiment de certitude. Tout au long de cette année, et même l'année précédente, on parlait de la baisse des taux qui a eu lieu que maintenant en septembre. Justement, j'étais très contrariant, je disais toujours depuis fin 2023 que Jerome Powell, quand il fait quelque chose, il n'y arrive pas, il est toujours en retard par rapport à ce qui se passe dans la macroéconomie, il était très en retard pour baisser les taux, et après il était très en retard pour les monter. Maintenant, il essaie d'être plus adapté au marché, et ça ne marche pas forcément non plus, parce qu'il y a encore début septembre, on parlait que ça y est, on va baisser les taux, maintenant chaque réunion de la Fed, ça sera une baisse des taux, mais là on voit que ça est en train d'être parti en oubliette. Mes amis, j'ai oublié de vous dire, like, franchement, c'est super important pour vous, ça coûte rien. Pour moi, ça m'aide énormément, et MinderCash, c'est pas que YouTube, c'est aussi Telegram. Sur Telegram, je suis présent toute la semaine, je publie bien plus d'informations, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me rejoindre. MinderCash, c'est partenaire de courtier Interactive Brokers, tous les détails sont à la description à cette vidéo, et si vous voulez nous rejoindre, il vous donne l'accès à tout, y compris les obligations, les ETF, les options. Je propose une formation en options, donc si vous voulez tout savoir sur le projet MinderCash, allez dans la description, renseignez-vous et rejoignez Interactive Brokers si vous voulez trader comme un professionnel. Maintenant, nous commençons. Je vais commencer par les publications que moi je trouve les plus importantes. Bon, les plus importantes, franchement, ça dépend de votre stratégie pour moi. Pour mon portefeuille, pour mon club MinderCash Patrimoine, c'est peut-être les plus importantes, peut-être pas pour vous, mais dans tous les cas, ce sont deux entreprises super intéressantes. C'est Total Energy et BP. Les concurrents directs, les sociétés qui font partie du même secteur, très comparables, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont publié, qu'est-ce qui se passe justement avec les prix du pétrole et les sociétés pétrolières. Allez, go! Nous commençons par Total Energy. Je vous ai préparé une petite présentation. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les présentations ou plus les pages web quand je présentais à l'ancienne. Je trouve qu'avec la présentation, c'est un petit peu plus synthétisé, plus facile un petit peu à lire. Je récupère les infos les plus importantes pour
gagner pour vous votre temps. Le temps, c'est l'argent, je sais que c'est important. On n'aime pas les vidéos longues, je fais les vidéos longues, donc je profite pour vous présenter l'information de manière synthétique. Donc Total Energy, marge de raffinage, ça c'est le sujet qui a traversé toutes les publications des sociétés pétrolières. C'est quoi exactement les marges de raffinage? La source de cette information, vous avez rien vu, ce petit logo, c'est pas moi, je triche pas. Eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? C'est bien de comprendre toujours de quand on parle quand on voit les résultats. Donc, la marge de raffinage est un indicateur financier crucial pour les raffineurs de pétrole, reflétant leur rentabilité. Attention, c'est grosso modo la rentabilité du business du pétrole à l'ancienne. Elle représente la différence entre le coût d'achat du pétrole brut et le prix de vente des produits raffinés obtenus après la transformation, l'essence, diesel, kérosène. Donc je pense que tout le monde comprend dans les grandes lignes comment ça se passe. Donc on prend le pétrole brut, qui est souvent au Moyen-Orient, ou en Russie, ou peu importe où, et après il y a tout le processus pour le livrer et le transformer dans un produit final. Cette transformation s'appelle le raffinage, et donc évidemment, c'est là où il y a une des plus grosses valeurs ajoutées des sociétés pétrolières. Et donc, la marge de ce processus de raffinage, elle est cruciale dans le business de ces pétroliers. Mais attention, aujourd'hui, toutes ces sociétés consolidées pétrolières ne font pas que du pétrole à l'ancienne. Que ce que dit Total Energy dans la plupart de ses communications, que cette activité, elle devient quelque part un matelas de sécurité qui permet de se gaver avec des dividendes. Là, on le verra tout de suite. Là, je vais tout de suite aussi fermer la fenêtre de ChatGPT pour ne pas me griller. Voilà, maintenant on sait ce que cela veut dire la marge de raffinage. Et Total Energy l'a publié jeudi les résultats en forte baisse et légèrement inférieurs aux attentes au titre du troisième trimestre 2024. Légèrement, parce que les analystes s'attendaient déjà que les marges de raffinage, évidemment, ne seront pas les mêmes que quand le pétrole était à 100 $. Marqué par la chute, justement, de ces marges de raffinage et des interruptions de production. Par contre, je n'ai pas trouvé l'information de quoi s'agit-il exactement de cette interruption de production, mais j'espère qu'il n'y a rien de grave. Ensuite, les bénéfices sont également en chute. Il est enregistré sur la période juillet-septembre en résultat net ajusté de 4,1 milliards de dollars, soit moins 37%, le plus bas depuis deuxième trimestre 2021, ainsi qu'un EBITDA. EBITDA, c'est en gros le résultat opérationnel ajusté de 10,5 milliards de dollars, et ce qui représente une baisse de 23% et une production de 2400 millions de barils par jour, également en baisse de presque 3%. Le groupe pétrolier et gazier est également très présent dans les énergies renouvelables et par ailleurs, elle a enregistré 1,1 milliard de dollars de dépréciation liée à leur investissement dans une société SunPower. SunPower, c'est une société qui a déclaré la faillite. Pour résumer, les résultats de Total Energy, c'est la baisse d'activité du pétrole classique. C'est ça la conclusion que moi je fais. Ensuite, concernant le chiffre d'affaires, c'est ça qui pour moi il était vraiment super important, il est ressorti meilleur que prévu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'effectivement, ils vendent autant qu'avant, donc il n'y a pas de baisse de demande, ce qui serait vraiment beaucoup plus problématique. Mais par contre, avec cette demande qui est supérieure aux attentes des analystes, même si elle reste toujours en baisse, on n'arrive pas à dégager les mêmes marges. Ça peut arriver, bien évidemment, et c'est directement lié au prix du pétrole. Il n'y a rien de surprenant, quand les prix du pétrole chutent, forcément, ça se répercute sur les comptes de Total Energy. Entre autres, ce qui veut dire, est-ce que c'est vraiment un problème financier pour Total Energy? Est-ce qu'ils commencent à lancer les programmes de diminution des coûts, etc., etc. Et rien du tout. Donc le groupe, au contraire, elle propose une augmentation de dividendes. Donc le dividende sera des 0,71 centimes, donc qui est versé par trimestre. Mes amis, ceux qui veulent quitter son employeur pour vivre tranquille et heureux avec des dividendes, c'est une valeur parfaite. Elle verse ses dividendes tous les 3 mois. C'est très rare, très très rare. On peut les trouver parfois dans les foncières cotées américaines, pas les françaises. Et il y en a certaines même qui versent un dividende mensuel. Je crois qu'il y a une foncière Real Income qui fait ça. Mais en tout cas, on est beaucoup plus habitué à avoir des dividendes une fois par an, généralement au mois de mai. Donc vous devez suivre le calendrier des dividendes. Et d'ailleurs, ce que je fais dans le club Miner Cash Patrimoine avec mes abonnés, je présente mon portefeuille. Et dans mon portefeuille, il y a également le calendrier de dividendes. D'ailleurs, je vais peut-être le partager. Ça fait un moment que je ne l'ai pas partagé avec mes abonnés. Je vais le faire. C'est une bonne idée. Et bien, si les dividendes sont versés une fois par an, dans ce cas-là, si vous voulez vivre avec des dividendes,
donc vivre en liberté financière avec la bourse, il faut que vous ayez un espèce d'un planning pour que, pas nécessairement chaque mois, mais avec une certaine régularité, il y a toujours l'argent qui tombe. Je pense pas que vous voulez que vous avez un salaire une fois par an, même si ça reste aussi possible, mais dans ce cas-là, il faut vraiment très très bien gérer sa trésorerie. C'est toujours mieux de lisser un petit peu sur une année. Donc avec Total Energy, c'est vraiment excellent parce que vous allez avoir tous les 3 mois une somme qui tombe sur votre compte. Et encore, vous savez, les entreprises, elles ont deux façons de rémunérer ses actionnaires. Donc, la façon la plus, on va dire, évidente, c'est les dividendes, mais il y a aussi les rachats d'actions. On les voit souvent dans des entreprises technologiques comme Meta, Microsoft, Apple, etc., etc. Eh bien, Total Energy, il a lancé également le programme de rachat d'actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont plein de thunes, mes amis. C'est une entreprise, effectivement, qui a traversé une période, entre guillemets, difficile parce que le pétrole a chuté, mais elle reste hyper méga riche. Voilà, donc ça c'est la conclusion que je fais. Donc toute correction de Total Energy en bourse, pour moi, représente une opportunité. Où on est aujourd'hui. Par contre, de point de vue technique, je trouve que c'est un peu kiff-kiff. Parce que la ligne de trend que je vous ai déjà présentée beaucoup de fois dans mes vidéos, elle est cassée. Aujourd'hui, on est en dessous de cette ligne de trend, donc là je vais vous montrer un petit peu dans l'échelle plus grande. Maintenant, pour y revenir, ça va être vraiment compliqué. Vous allez voir tout à l'heure que BP n'a pas réussi de le faire, et ça risque d'arriver également pour Total Energy parce que les secteurs sont quasiment identiques. Même si je trouve que Total Energy, c'est une entreprise globalement mieux gérée que BP, elle est plus diversifiée, elle est plus présente sur les renouvelables. Ça peut être vu comme un avantage ou comme un inconvénient selon votre opinion. Et dans tous les cas, pour moi, c'est une situation qui commence à être un petit peu délicate de point de vue technique. Moi, je m'attendais pas honnêtement à ça. Vu la qualité de la valeur, vu les dividendes, je trouvais que c'est tout à fait pertinent de rester sur le trend haussier. Ce n'était pas le cas, peut-être c'était une fausse cassure, on le verra dans les prochains jours. Aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, c'est midi et quelques le vendredi. L'action rebondit après une chute post-résultat. On va voir. Si c'était juste la volatilité après les résultats, on va revenir sur la ligne de trend. Dans ce cas-là, c'est une histoire. Autrement, dans ce cas-là, on devrait continuer à dessiner, si vous voulez, les lignes un petit peu dans le style des modèles de correction. On peut utiliser Elliott ou quelque chose d'autre. Donc là, on peut voir ça, ça et comme ça, et après continuer à descendre encore plus bas. Vous voyez, mais je ne crois pas dans ce scénario-là. Déjà, ce dessin ne correspond pas vraiment à la théorie de Elliott, et même il correspondait, pour moi, c'est très difficile à envisager ce mouvement pour seule simple raison, parce que si on descend vers les 50 euros, ça va représenter un énorme dividende. Et on voit très bien, très clairement que Total Energy, ils ont du cash pour payer les dividendes, et non seulement pour les dividendes, mais aussi pour faire les rachats d'actions. Et ils vont surtout pas les baisser. Et dans ce cas-là, le dividende va dépasser très significativement le taux sans risque et forcément le flux acheteur va arriver à un moment donné. Il va pas le laisser descendre pour que le dividende devienne 10%. Le dividende qui est versé par les 10% de dividende, on voit chez les entreprises qui ont des problèmes. Aujourd'hui, le secteur auto, par exemple, qui propose des dividendes à 10%, mais pas Total Energy. C'est une société globalement, même pas globalement, très très saine, très très bien gérée, qui n'a aucun problème à se non-venir. En tout cas, moi, je le vois pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez. Moi, je ne le vois pas. Donc pour moi, c'est vraiment une baisse qui peut être considérée comme une opportunité et peut-être dans mon club Option Invest, je vais commencer à monter des stratégies la semaine prochaine autour de l'action Total Energy. Maintenant, je reviens à ma présentation. Donc BP, on va aller un petit peu plus vite parce que le constat sera plus ou moins le même. C'est le même secteur, encore une fois, marge de raffinage. Le sujet central de la publication BP est exactement le même comme Total Energy. Le bénéfice du troisième trimestre de BP s'effondre en raison de marge de raffinage plus faible. Donc, on a déjà discuté largement. Le bénéfice avant impôt a chuté de 81%. Vous voyez, c'est quand même un peu plus lourd que pour Total Energy. Et d'ailleurs, vous allez voir sur le graphique, et c'est la magie de l'analyse technique, franchement, parce que l'analyse technique nous a permis d'anticiper ces mouvements. C'est pour ça que je ne suis pas positionné dans BP et je suis positionné dans Total Energy. Et maintenant, on voit pourquoi. Avec, comme d'habitude, l'analyse fondamentale est en retard par rapport à l'analyse technique. Et on voit que vraiment la casse de BP, bon, que je trouve temporaire et n'est pas structurelle, elle est quand même relativement importante par rapport à la casse, entre guillemets, chez Total Energy. Toutefois, il y a une toute petite bonne nouvelle. On voit que le bénéfice sous-jacent, il était en baisse de 31%, et c'était mieux que prévu. Donc, vous voyez, c'est quand même une
bonne nouvelle, hein. Je vous rappelle, si vous êtes vraiment novice en bourse, qu'il y a les résultats qui sont publiés, mais il y a aussi le consensus des analystes. Les analystes voient les graphiques boursiers, voient les graphiques du pétrole, ils savent que les prix du pétrole ont baissé, ils s'attendaient largement à la baisse de ces fameuses marges de raffinage, et ils ont estimé leur propre calcul, combien on devrait normalement baisser pour comment le bénéfice de BP et Total Energy devait être touché. Donc on voit que les analystes s'attendaient au pire pour BP. Également, dans leur communication, BP, ils précisent que les marges de raffinage faibles ont été légèrement compensées par l'activité du gaz. Et c'est également aussi le point qui a été mentionné dans la publication de Total Energy. Les deux sont présents à la fois sur le gaz et sur le pétrole. Le chiffre d'affaires de BP, il a baissé de manière plus significative que le chiffre d'affaires de Total Energy, tout en restant vraiment dans la zone où il n'y a pas de risque. Franchement, ok, conjoncture, récession, plutôt la décélération de la croissance, c'est tout à fait normal de voir le chiffre d'affaires d'une grosse pétrolière baisser. Pour l'instant, BP, pour moi, me paraît plus fragile, mais ce n'est pas non plus la catastrophe. Ensuite, le dividende. Dividende, BP a déclaré une dividende de 8 cents par action, et c'est une hausse plus importante que celle de Total Energy, donc ils font gaver encore plus leurs actionnaires. Par contre, il n'y a pas de rachat d'actions. Voilà, ça c'est un point quand même assez important à noter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur les graphiques? Vous voyez, le graphique de BP, ça n'a rien, tout simplement rien à voir. Par contre, ça ressemble. On a vu cette ligne du trend qui a été cassée il y a déjà depuis un moment, et on a déjà pas mal entamé cette correction. C'est la correction que je vois comme un pire scénario pour Total Energy. On peut même faire des pronostics, si vous voulez. Donc là, si cette correction elle atteint aujourd'hui quand même 27% à partir de plus haut, ou bien environ 18% à partir de moment quand le trend il a été cassé. Voilà, donc ça c'est le pire de pire scénario qu'on puisse imaginer. En tout cas pour moi, c'est déjà pas mal, donc presque 20% de baisse. S'il y a une baisse comme ça sur Total Energy, franchement, je vais réorganiser mon portefeuille pour l'acheter. Mais comme vous pouvez voir, que les fondamentaux de BP ne sont pas les mêmes que de Total Energy. C'est un point extrêmement important. Donc ok, elle a baissé tant, elle s'est corrigée, beaucoup plus que Total Energy, mais il y a des raisons fondamentaux qui justifient justement cette réaction des marchés. Donc c'est tout à fait logique. On est dans un marché liquide. Le marché liquide représente dans le prix les fondamentaux connus à ce jour. Donc c'est ce qu'on voit sur nos écrans. Voilà, donc pour BP. Mes amis, pour BP, franchement, aujourd'hui, si j'étais amené à choisir entre les deux, j'aime les deux. Franchement, j'ai envie d'avoir les deux dans mon portefeuille. Total Energy, je n'ai déjà. BP, je n'ai pas encore. Et il y a des fortes chances que je vais m'intéresser à BP en dessous de 29 dollars. Donc BP est coté à Londres, mais c'est très difficile d'accéder. Bon, très difficile avec Interactive Brokers, vous pouvez facilement acheter également en GBP. Mais moi, si je l'achète principalement l'action, c'est une ADR, je crois, qui est ah non, c'est même sur NYSE, c'est une action directement qui est tradée de BP en dollars. Voilà. Donc c'est à vous de choisir comme vous voulez. Donc pour moi, c'est à long terme la diversification sur BP. J'aimerais bien de la mettre dans le portefeuille Minder Cash Patrimoine que je présente à mes abonnés. Et pour le trading, notamment dans le club Minder Cash Option Invest, je vais sans doute trader les actions Total Énergie. Voilà mes amis, pour les pétrolières, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous pensez que ces niveaux sont des opportunités ou pas, et n'oubliez pas que Donald Trump, il est très favorable aux énergies classiques, et ça peut vraiment tirer tous les ETF pétrole vers le haut, et on va bénéficier peut-être de ce trend qui va être entamé aux États-Unis sans aucun doute si le candidat républicain remporte les élections. La candidate démocrate, je ne sais pas quel sera l'impact des marchés parce que c'est la suite de la politique de Biden. On va voir comment l'écologie va être dans le discours. C'est pas très clair. Pour moi, comme je disais dans ma vidéo la semaine dernière, que Kamala Harris ne représente pas vraiment une personnalité politique, c'est juste la suite de la politique de Joe Biden qui était très très mitigée, on va dire. Son bilan, bon, ce bilan, moi personnellement, je le considère comme catastrophique sur le plan international et géopolitique, mais sur le plan économique, pas grâce à lui. Plutôt, l'économie américaine se porte toujours bien, notamment grâce à l'intelligence artificielle. S'il n'y avait pas d'intelligence artificielle, son bilan économique, à mon avis, serait aussi très très triste.
Voilà, mes amis, ce que concerne le pétrole, maintenant on parle des obligations. Avant de parler des obligations, justement, je voudrais vous montrer les courbes. Pourquoi je trouve que c'est un sujet qui peut être relativement intéressant à discuter aujourd'hui parce qu'il y a une anomalie. Anomalie, elle est cachée dans un phénomène suivant. Je vous montre le fameux TLT, le ETF qui est très très connu, qui investit dans les obligations américaines. Il y a encore quelques temps, franchement, on en avait parlé que oh, ça y est, les baisses des taux, ça commence. Maintenant, on va tous voir les taux d'intérêt à 2-3%. On est loin de là. Les taux sont remontés, sont repartis à la hausse. Les ETF obligataires baissent quand les taux remontent. On va en parler tout à l'heure, plus en détail dans la partie théorique. Mais aujourd'hui, le constat est le suivant, que malgré la politique annoncée de Jérôme Powell, de Réserve fédérale, les taux américains remontent. Pourquoi ça se passe comme ça? Je vais partager avec vous quand même quelques idées qui me paraissent peut-être légitimes. C'est pas évident, même pour moi, vous savez, comme si j'étais un grand expert, mais pour moi, ce n'est pas très clair. Voici les raisons de la hausse des taux que moi je vois à ce jour. Attention, j'ai quand même beaucoup de légitimité d'en parler parce que, contrairement à Jerome Powell, j'avais raison depuis pas mal de temps sur le trajectoire des taux. Je disais qu'en 2023, il n'y aura pas autant de baisses des taux en 2024. À l'époque, on s'attendait à 7 baisses. Pour l'instant, on a eu une, et peut-être on n'aura plus d'autres. Eh bien, c'est pour ça que quand je dis que je ne suis pas, on va dire, je n'ai pas un bon track record, comme ça arrive sur certaines actions, je le précise, sur les taux, j'ai un bon track record. Maintenant, ce que je pense aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé à un point, effectivement, les baisses des taux sont justifiées. Donc c'est quelque chose que je dis depuis à peu près juillet-août, que effectivement dans l'état actuel des choses, on peut un petit peu baisser le taux. Je m'attendais jamais à une baisse drastique des taux. Comment on pourrait expliquer cette hausse des taux spontanée qui surprend beaucoup de monde aujourd'hui, en octobre 2000, novembre, début novembre 2024? Le premier point pour moi, c'est l'anticipation de l'inflation. Parce que nous sommes quelques jours avant les élections américaines, ça peut vraiment bouleverser pas mal l'économie américaine, le plus gros consommateur au monde. Les investisseurs peuvent anticiper quand même le retour de l'inflation. Même si on ne voit pas ça dans les médias sont toujours un petit peu en retard, c'est tout à fait possible. Parce que si il y a une stimulation de la demande, telle ou telle, ça peut venir de deux candidats. Kamala Harris, elle peut mettre en place une politique très sociale qui va justement déclencher beaucoup d'aides explicites ou implicites. Les aides, comme Biden a fait avec ses chèques Biden, et c'était la principale raison de déclenchement de l'inflation après le Covid. Après, ça a été amplifié par la guerre en Ukraine, bien évidemment. Mais la raison principale, quand l'inflation réelle a décollé, c'était les chèques Biden. Ça, c'était une mesure marxiste, si vous voulez. Et Kamala Harris, elle est parfaitement dans cet esprit-là. Donc si elle continue à aider les pauvres, notamment les classes moyennes, alors là, on peut voir la hausse de consommation. Hausse de consommation, c'est l'inflation. Mais Donald Trump aussi, s'il commence à baisser le taux, forcément, il y aura l'activité qui est déjà, dans certains segments, en surchauffe, qui va repasser encore plus fort. Dans ce cas-là, on va avoir les hausses des salaires. Les hausses des salaires, plus de consommation. Et encore une fois, le retour de l'inflation. Le seul scénario qui était le scénario de base pour beaucoup de personnes en cette année, c'était la décroissance de PIB des États-Unis, soit on l'appelle récession. Parfois, j'aime pas ce mot, franchement, récession, parce que ça fait un peu peur, comme si c'était quelque chose d'anormal. C'est tout à fait normal, la récession dans l'économie. Ça, c'était le mainstream opinion de ces derniers mois. Si jamais on voit la décélération de l'activité, effectivement, là, l'inflation devrait retomber. Mais il ne va pas retomber à zéro comme c'était avant. À l'époque, il y a 5 ans, il y a 10 ans, encore avant le Covid, on était dans une situation très particulière, on avait le programme de QI, etc. Donc on avait vraiment les taux à zéro quasiment de partout dans le monde développé. Aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal à voir ça. Deuxième point que je note qui pourrait expliquer la hausse des taux actuels, c'est l'offre de titres. Le gouvernement américain, j'ai fait aussi récemment une vidéo un petit peu dans le style alarmiste, crack, fin du monde, que c'est vrai que la dette américaine, ça commence à être vraiment flippant. La dette américaine dépasse vraiment toutes les raisons possibles et impossibles, et non seulement la dette absolue, mais également aussi le déficit public. C'est très important. C'est moins important qu'en Europe, mais ça reste quand même très important vu que l'ampleur aux États-Unis est nettement plus importante qu'en Europe. Et pour cette raison, pour financer leur déficit, les Américains émettent les titres obligataires, et quand ils émettent les titres obligataires, évidemment,
l'offre des obligations augmente et la demande reste, on va voir tout à l'heure. Ensuite, la demande. La demande internationale pour les obligations américaines qui est en forte baisse. On a vu la Russie qui est complètement sortie du monde, on va dire, international. Elle essaye de se retrouver un petit peu avec les BRICS actuellement, mais avec la guerre en Ukraine, c'est un pays banni par tout le monde, sauf les régimes totalitaires. Les Chinois réduisent leurs expulsions sur les obligations américaines, comme beaucoup d'autres pays BRICS. Donc les États-Unis, aujourd'hui, sont un petit peu emmerdés parce qu'ils émettent les obligations, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Forcément l'Union européenne, forcément les pays occidentaux, c'est énorme, mais par contre, leur dette, elle est encore plus énorme. Donc ça veut dire pour combler cette dette, il faut qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Et c'est pas le cas. Bon, en fait, c'est toujours le cas, mais c'est moins le cas qu'avant. Ensuite, la réévaluation du risque de crédit. Ça, c'est la troisième ou quatrième raison pourquoi. Mais je pense que ça, c'est moins d'impact sur la hausse des taux actuels. C'est tout simplement un petit peu dans l'esprit craque la fin du monde, c'est que quand même aujourd'hui, la dette américaine, ça fait un peu peur quand on voit les finances publiques. Mais le temps que le dollar reste la monnaie de réserve, ce n'est pas un problème. En tout cas, je vois pas ça comme un problème. Et le risque de la récession, je mettrais comme le dernier point, est-ce qu'il y aura cette récession? C'est ça la vraie question, parce que vu comment ça se passe pour les intelligences artificielles, pour tous ces trucs à la mode, la récession peut vouloir attendre, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être on n'aura même pas cette récession. Et récession, de point de vue global, j'aime pas regarder comme une statistique unique. On peut avoir la récession dans certains secteurs, typiquement dans le secteur auto, il y a clairement une récession, mais dans le secteur technologique, clairement, il n'y en a pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous le voyez, mais je trouve que ces chiffres macro, souvent, difficiles à interpréter. Il faut toujours nuancer, il faut toujours voir qu'est-ce qui se passe réellement derrière tous ces chiffres. On peut dire qu'on n'est pas en récession, mais finalement, il n'y a que Nvidia qui monte, qui produit énormément, et tout le reste est en vrac, quoi. Il n'y aura pas, formellement, il n'y aura pas de récession. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème économique similaire comme si on avait une récession? Je pense pas. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est ça les 5 raisons, si vous voulez, que je vois pourquoi les taux américains sont en train de remonter. Et je pense que ça peut être une opportunité. J'en ai parlé dans mon club Miner Cash Patrimoine. Quels sont les ETF que moi je voudrais acheter, comment je vais acheter. Je parlais également de hedging de devises, parce que quand vous investissez dans les obligations qui sont émises dans une devise particulière, aujourd'hui on parle des États-Unis, donc c'est évidemment en dollars, est-ce qu'on veut se prendre le risque de euro-dollar, hein, quand vous achetez une obligation américaine en dollars, forcément vous en prenez ce risque. Donc si jamais par exemple l'obligation vous fait gagner beaucoup d'argent, mais au même temps le cours euro-dollar n'est pas en votre faveur, donc vous allez reperdre tout votre PNL. J'ai également évoqué dans mon club le sujet assez intéressant qui correspond à votre situation personnelle, parce que si vous êtes endetté en euros, comment structurer votre investissement en dollars, donc tous ces sujets-là, on a abordé dans notre dernière vidéo, Miner Cash Patrimoine. Si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez nous rejoindre. Je ne pratique pas les tarifs chers, comme font beaucoup de youtubeurs. La souscription, abonnement coûte 14,99€ par mois. Et si vous êtes abonné Option Invest, ça coûte 9,98€. C'est franchement pas beaucoup. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Et ça se passe sur Discord. Ça, c'est depuis peu. Voilà, mes amis, ce que concerne les taux. Maintenant, je vais vous rappeler très rapidement, on a un petit peu encore quelques minutes pour ceux qui sont les plus patients, les plus convaincus, pour comprendre tout jusqu'à dernier détail, comment ça fonctionne tout ce truc d'obligation. Les obligations, ce sont les titres de créance. Grosso modo, on a plusieurs types de titres dans la finance, dans la théorie de la finance. C'est les titres de capital, donc les actions. Quand vous achetez une action, vous devenez un co-associé de cette entreprise avec une toute petite part, après selon le nombre d'actions que vous achetez bien évidemment. Mais il y a aussi les titres de créance. Les titres de créance, c'est la dette en fait. En gros, l'entreprise ou un pays qui émet la dette et les investisseurs l'achètent ou l'achètent pas. Voilà. Comment ça se passe? Donc du coup, vous prenez par exemple 1000 euros,
vous donnez ces 1000 euros à une entreprise, ça devient sa dette, ça devient votre actif, et cette entreprise, par exemple, vous verse les dividendes sur une période de la durée de cette obligation, disons 10 ans par exemple, ok. Pendant 10 ans, vous touchez une certaine somme, petite somme, et à la fin, il vous verse le dernier dividende et rembourse le capital. Si entre-temps, c'est sous-jacent, l'émetteur de cette obligation fait faillite, il vous paye rien du tout. Voilà, c'est ça le risque. Le risque, en gros, c'est la faillite de sous-jacent de l'émetteur de cette obligation. Pour couvrir contre ce risque, parfois on entend parler des crédits de default swap qui peuvent être achetés en parallèle avec les obligations, mais c'est uniquement réservé à des investisseurs professionnels. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ce type d'information, c'est très théorique, mais je pense que c'est intéressant de comprendre dans quoi on investit. Voilà, grosso modo, ça c'est le titre obligataire. C'est très très rare que les particuliers achètent les obligations indirectes. En général, on achète les obligations sous une forme d'un ETF. C'est le ETF que je viens de vous montrer, typiquement le TLT. Comment ça marche? Grosso modo, c'est un ETF où il y a plein de échéances pour la dette américaine, 10 ans, 20 ans, 15 ans, patati patata. Donc, il se distingue généralement de trois catégories, court terme, moyen terme et long terme. TLT c'est long terme, c'est plus de 20 ans, donc c'est énorme. Et chaque fois, quand il y a une qui arrive à l'échéance, il remplace par une autre, et du coup, il fait rouler comme ça les obligations. Mais ce qui est le plus important, c'est, ok, ça c'est la théorie, c'est sympa. Mais qu'est-ce qui se passe si cette obligation elle-même elle est cotée en bourse? Donc si on est off-market, donc du coup vous avez prêté à une entreprise, elle vous verse, c'est bon. Imaginez que maintenant cette obligation qui coûte 1000 euros, elle évolue en bourse. Donc après avoir été émise, elle peut effectivement changer de prix, et à un moment donné, imaginez qu'au milieu du cycle de vie de cette obligation, quelque chose se passe avec cette entreprise, un gros crack, je sais pas quoi, ou bien un événement qui est lié à l'entreprise, une marée noire de je ne sais pas quoi, qui remet en cause la fiabilité de l'entreprise, son cash flow, sa capacité de verser les dividendes, et tout simplement, ça augmente significativement le risque de défaut que vous ne soyez pas remboursé. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Dans ce cas-là, les investisseurs qui ont acheté ces obligations vont commencer à vendre en panique, un peu comme dans les actions, et dans ce cas-là, si ce 1000 euros va devenir 900 euros. À terme, toujours cette entreprise vous doit 1000 euros, mais entre-temps, aujourd'hui, si vous vendez tout de suite cette obligation, vous n'aurez que 900 euros. Quand vous allez la vendre, c'est pas l'entreprise émetteur qui va l'acheter, c'est un autre investisseur qui va l'acheter. Mais l'investisseur qui va acheter ce titre à 900 euros, il n'aura pas votre taux initial. Il aura de taux initial plus cette marge de différence entre 1000 euros et 900 euros. Donc il va avoir un rendement réel bien plus important que vous avez eu à l'émission. C'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui sont novices, pour ceux qui ont déjà l'expérience un petit peu avec des obligations, ce sont des choses évidentes, mais grosso modo, au début, vous avez par exemple 4%, mais si jamais, dans quelques années, l'entreprise ou n'importe quel pays, par exemple, il y a un risque de défaut, vous allez commencer à avoir des doutes que vous allez être remboursé. Et quand vous avez ces doutes, vous allez vouloir s'en débarrasser de cette obligation, mais en se débarrassant, l'investisseur qui va l'acheter ne va plus vous proposer 1000 euros, il va vous dire, ok, je la prends pour 900 euros. Et donc du coup, lui, il va en profiter. Si jamais l'entreprise survit, il va faire face à ses engagements, à l'expiration de cette obligation. Dans ce cas-là, pour lui, c'est la fête. Pour vous, non. Vous voyez? Et c'est comme ça que se passe généralement sur les marchés financiers. Quand il y a des grosses crises, on voit la chute des prix des obligations et du coup la baisse des ETF. Parce que les ETF, ils achètent justement en dollars les obligations. Quand le cours, ce qu'on appelle les obligations, commence à baisser, ça fait monter les taux. Donc les taux se trouvent opposés au prix de l'obligation en devise. Donc si par exemple le cours d'obligation est en train de chuter de 1000 dollars à 900 dollars, etc., donc le taux réel, si vous l'achetez maintenant, va augmenter d'autant. Et c'est mécanique. C'est pas le marché qui gère ce lien entre le taux et le cours d'obligation, c'est juste l'arithmétique. Purement l'arithmétique parce que votre rendement explose quand le cours d'obligation baisse. Voilà mes amis, j'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant. Et aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Parce que en achetant les ETF obligataires qui sont investis dans le cours d'obligation en dollars, vous pouvez profiter justement de cette marge. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que les prix des obligations américaines baissent. Ils baissent très légèrement, mais ils baissent quand même. Et ça fait que leur rendement nominal il est majoré proportionnellement au montant auquel ces obligations ont baissé. Ces moments-là sont vus sur le marché obligataire comme des opportunités parce que vous pouvez
vous permettre de figer quelque part le taux élevé pour des longues années à venir. Donc ça veut dire que pour les 10 ans à venir, vous allez avoir ce rendement. Et si jamais après on tombe dans une récession, les taux passent à zéro, donc cet ETF va exploser à la hausse pour les raisons que je viens d'expliquer, parce que le cours d'obligation va monter, et vous allez être comme un roi et vivre tranquillouche et toucher les 4% qui sera le rendement de rêve peut-être dans quelques années si ce scénario se réalise. Je ne dis pas que c'est mon scénario, évidemment je ne fais pas de conseil d'investissement, je n'ai pas de roi, c'est mon disclaimer systématique. Donc tout ce que je dis, c'est tout simplement soit la théorie, soit mon avis personnel qui n'engage que moi. Actuellement, vous avez effectivement ce phénomène. Le cours des obligations a baissé et nous pouvons profiter d'un taux réel majoré si vous investissez tout de suite. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre un like avant de partir, partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Je vous dis à très bientôt et bye bye Minder Cash. La semaine prochaine, ça sera chaud, on va voir un nouveau président américain, on verra ce que ça donne. Allez, bye bye.